C'est encore avec émotion, vous l'entendez, que je m'adresse à vous ce soir et aussi avec grand plaisir, car c'est un moment de rassemblement que je souhaite convivial, un moment d'échange chaleureux. Un peu plus d'1 an et demi se sont écoulés depuis que je suis devenue maire, mais je voudrais commencer par remercier les personnes fidèles et dévouées qui m'entourent. Les élus, bien entendu, l'équipe des adjoints rassemblés à mes côtés, mais aussi tous les conseillers délégués qui s'engagent ensemble pour la ville, ainsi que les équipes des élus de la minorité avec qui nous entretenons un dialogue constructif. Et puis tous les agents territoriaux, les nouveaux arrivés comme les équipes anciennes, vous, Madame la Directrice Générale des Services, chère Caroline, tous accomplissent chaque jour au service des Laxoviens un travail remarquable et ils méritent notre reconnaissance. 2018 a vu quelques bouleversements dans l'organisation de nos services. Ils vont dans le sens d'une meilleure composition, de la mise en conformité avec la loi également, notamment pour ce qui a concerné la réforme du régime indemnitaire. Et nous poursuivrons dans cette voie en 2019 ensemble. A priori peu visible des citoyens, ce travail nous permet de mieux rendre service dans un contexte toujours tendu financièrement et qui nous apparente quelquefois, élus comme agents, à des funambules sur un fil au milieu du brouillard. Mais nous gagnons beaucoup en agilité. Beaucoup de commentaires seraient à faire sur l'année écoulée, au national ou à l'international. La tentation de la révolte ou alors celle d'un renouveau politique par les extrêmes. Je serais avare de commentaires ou de quelconque mise en garde. Bien sûr, cela me passionne. Je suis restée la militante associative engagée, écolo, comme certains aiment à me caricaturer. Celle qui un jour a choisi de faire de l'intérieur, pour voir si l'on pouvait vraiment faire avancer les choses de l'intérieur. Est-ce que l'on peut, élu, représenter et défendre? Eh bien oui, si tant est que l'on prend un mandat électoral pour en faire quelque chose, en dehors de la seule considération de sa future réélection, on peut faire aussi de l'intérieur. Et c'est ce qui devrait, de manière constructive, guider et encourager chaque citoyen et chaque citoyenne à prendre sa part dans les mandats électifs et à faire République dans notre France libre. Avons-nous vraiment pris la mesure de la fragilité de cet équilibre républicain et de l'expression de nos libertés? Mesurons-nous qu'en ce domaine, rien n'est éternellement acquis? Le fondement de mon engagement en politique tient à des valeurs opposées à celles des extrêmes, opposées au communautarisme de toutes sortes, opposées au populisme, à tout ce qui attise la peur, à tout ce qui exploite la crédulité, à tout ce qui s'appuie sur le mensonge, à tout ce qui oppose si facilement l'homme à lui-même. Je me battrai sans relâche, élue ou citoyenne, pour lutter contre ceux qui utilisent de telles méthodes, qu'elles soient à l'international, au national ou au local, car elles ne sont pas dignes. À la facilité de la démagogie, j'ai bien envie d'objecter la difficulté de gouverner dans un monde où le culte de la contestation immédiate nous fait oublier que nous sommes plutôt calibrés pour observer, écouter, essayer, réfléchir, modifier, imaginer, apprendre, recommencer. À la facilité de l'opposition systématique, j'ai bien envie d'objecter la générosité. La qualité de quelqu'un, de son action, qui se montre bienveillant, clément, indulgent, dixit le Larousse. C'est bien ce dont il a été question lors des 12 années d'instruction du projet de classement de la forêt de Haye en forêt de protection. Je voudrais saluer l'engagement des 3 personnes à l'origine de la demande de classement. Monsieur Fou, on a vraiment un problème de micro. Je voudrais saluer l'engagement... Ouais, enfin, je ne vais pas l'avaler non plus. Donc je veux saluer, j'insiste, l'engagement des 3 personnes à l'origine de la demande de classement. Non, il faut qu'on change peut-être, non? Non, ça va marcher? Il y en a un autre là. Là. On est amené à tout faire quand on est maire. Celui-là va fonctionner très bien. J'ai enfin
enfin pouvoir le remercier. Vous allez savoir qui vient. C'est du teasing, ouais. Je suis publicitaire dans la vie. C'est vrai en plus. Je tiens donc à saluer l'engagement des 3 personnes à l'origine de la demande de classement. Monsieur François Petit, alors président de l'association de promotion et de sauvegarde du massif de la forêt de Haye, dont le fils Jean-François a repris le flambeau depuis. François a encore montré, à l'âge de 95 ans, la force de son militantisme et de ses convictions il y a peu. Respect et admiration, monsieur Petit. Madame Thérèse Dagenais, alors présidente d'Alpes-Lacsou, qui a bien dû dire un jour à ses 2 autres comparses « chiche ». L'Alpes-Lacsou a depuis changé de président, en la personne de Jean-Marie Laurent, que je salue, mais je crois pouvoir dire que Thérèse n'a jamais vraiment lâché l'affaire. Et monsieur Reynald Rigolo, président de Flore 54, qui a porté ce dossier de bout en bout, a créé et animé le collectif d'associations qui s'est formé, d'abord pour récolter 17 000 signatures en faveur du classement, ensuite pour co-instruire et soutenir ce lourd dossier qui a croisé 7 préfets, auxquels il a quelquefois méthodiquement réexpliqué les enjeux et le pourquoi du comment, je peux en témoigner. À vous 3, je crois que Reynald et Thérèse sont dans la salle, je veux dire ma gratitude et ma profonde reconnaissance. Vous êtes des modèles d'engagement associatif au service de l'intérêt général. Et cette démarche de classement est un modèle collaboratif entre associations, citoyens, institutions, élus et administrations. C'est donc possible. Cette forêt classée, que nous amène-t-elle? L'assurance d'une protection au vu de sa proximité avec notre aire urbaine pour les services rendus au titre de la protection de l'air, de l'eau, du bruit, du vent. L'air, l'eau, le vent, 3 des 4 éléments. Le dernier, le feu, a ravagé, lui, des milliers d'hectares de forêt, justement, et tué des centaines de personnes aux États-Unis ces dernières semaines. On peut toujours classer. La protection institutionnelle n'est rien face à la puissance de la nature. La tempête de 99 nous a montré à quel point ce patrimoine naturel est précaire. Par ailleurs, je rappelle que la forêt de protection ne préserve en rien la biodiversité. Elle garantit la préservation d'un état boisé, pas moins, mais pas plus. Et mes fibres écologiques qui se réjouissent de ce classement restent néanmoins aux aguets. Saurons-nous trouver enfin des réponses aux enjeux écologiques qui sont désormais une urgence? Nous ressentons de manière moins urgente ces enjeux dans notre région. Pourtant, la Meurthe-et-Moselle a souffert les 6 derniers mois de 2018 d'une sécheresse sans précédent, dans l'indifférence et la quasi-ignorance générale. Avec toutes les conséquences qui en découlent pourtant pour le monde agricole, mais aussi pour la nature. Épuisement des sols, assèchement des cours d'eau à leur source, affaiblissement des milieux humides si riches, pollution, fragilité des forêts, risque sur nos réserves en eau, le temps n'est vraiment plus au discours. La politique environnementale de la ville de Lacsou est pionnière dans bien des domaines. Mais nous sommes une minuscule goutte d'eau. Je me réjouis qu'à notre côté, d'autres villes prennent le pas ou nous montrent l'exemple. Du zéro phyto total, de la protection et de la formation des agents, de la fauche tardive, de la protection de certains milieux ou de certaines espèces en danger, de la création de mares, de l'éducation à l'environnement, de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et j'en profite pour saluer nos partenaires de l'aventure Spigest, quelle belle aventure, Synergie Plantes Invasives Grand Est, l'association Florène, François Vernier et Paul Montagne, les enseignants-chercheurs de l'ENSAIA, la société Noremat, l'association des Amis de la Chèvre de Lorraine. Ensemble, maintenant, il faut faire. Vis-à-vis de nos concitoyens, nous avons l'obligation, institution, à minima, d'être exemplaires. Pour ce qui concerne la forêt de Haye, nous avons désormais le devoir élus, institutions et monde associatif, de donner suite à ce classement et de solliciter une gouvernance qui soit fidèle à l'instruction du dossier, rassembleuse, ne niant aucune difficulté, et prenant en compte les enjeux de biodiversité, d'accueil des publics et des pratiques de loisirs, de la préservation du patrimoine archéologique, de la préservation de la ressource en eau. Et nous devons convaincre l'État que l'inextricable dossier de l'A31 qui traverse une partie du massif ne peut pas trouver de réponse satisfaisante sans prendre en compte les flux de trafic de l'A33 et de l'A330 qui traversent elles aussi le massif. Comment articuler les intérêts contradictoires qui se sont exprimés lors de la concertation sur l'A31 bis?
les aménagements indispensables, urgents et non négociables du mur anti-bruit à Maxéville et Champignol, la requalification de l'aménageur Origine à Laxou, un aménagement sur site de l'A31 au droit, le report de circulation sur un nouveau tronçon vers Toul. Actuellement, sans consensus qui nous guide vers une solution plutôt qu'une autre, il faudra tout de même, de Toul à Thionville, en passant par Nancy et Metz, que nous assumions rapidement une prise de décision, forcément incompatible avec l'ensemble des intérêts de nos vies divergentes. Sauf peut-être à changer de paradigme, celui de notre responsabilité environnementale, celui de considérer prioritaire la qualité de ce que nous laisserons aux générations futures et faire des critères environnementaux une base non négociable et non pas un élément à prendre en compte lorsque les autres auront été tranchés. Changer de point de vue. C'était loin d'être acquis au démarrage du classement de la forêt de haies. Mais changer de point de vue, c'est ce qui a, au bout du compte, permis l'unanimité et le succès de ce dossier. De générosité toujours, il est question lorsque nous travaillons aux côtés de la métropole. Pour le projet métropolitain, bien sûr, Laxou y prend toute sa part, et bien entendu dans le cadre du nouveau projet de rénovation urbaine. Au plateau de Haies, tout d'abord, dans la continuité du premier plan de rénovation urbaine aux côtés des villes de Nancy et Maxéville. Il subsiste des difficultés rencontrées à la Cascade, mais nous nous réjouissons aussi des premiers déménagements dans les nouveaux locaux, restaurant au quartier du Champ-le-Bœuf et à ses habitants un centre commercial digne de ce nom. J'en profite pour encourager nos commerçants, nos chefs d'entreprise et leurs salariés qui ont été pris dans l'étau des manifestations ces dernières semaines et qui subissent de plein fouet les conséquences du ralentissement de l'activité économique. Le plateau va poursuivre sa mue. Nous sommes attentifs avec la métropole au devenir urbanistique de cette entrée d'agglomération qui s'est quelquefois développée avec peu de vision stratégique globale et de long terme. Nous nous y attelons désormais, que ce soit du point de vue du développement commercial ou du développement urbain. Et bien entendu, bien sûr, il y a le projet de rénovation urbaine de ce quartier dans lequel nous nous trouvons, les provinces. Et lorsque j'évoque la générosité, c'est parce que je la constate souvent en venant ici. Celle des habitants. Vous, les habitants toujours disponibles pour échanger, suggérer ou s'informer, pour agir pour votre quartier aussi, pour le défendre et pour nous alerter quand il le faut sur les difficultés que vous rencontrez. J'aimerais vous dire à quel point j'aime ces échanges que nous avons. Amicaux ou rugueux, ils sont riches de vos expériences et de vos vies qu'en tant qu'élus, nous devons tous entendre pour faire en sorte d'y répondre concrètement. Je connais vos craintes face au changement et vos angoisses face au bouleversement qui se prépare et je mesure aussi votre impatience. Mais je vous le dis très sincèrement, ayez confiance. Pas aveuglément, mais ayez confiance. Les multiples rencontres avec l'équipe d'urbanistes d'Albert Amar, que je salue pour son excellent travail, ont déjà permis de transformer et d'adapter le projet suite à vos remarques. Et si les grandes lignes de ce projet étaient déjà inscrites dans le protocole de préfiguration signé par mon prédécesseur, il y a plus de 2 ans, tout ce qui touche à votre quotidien, les équipements, les aménagements extérieurs, les cheminements, les jeux d'enfants, tous les espaces publics, l'organisation des locaux, de très nombreux sujets sont soumis à concertation. Ils sont présentés au fur et à mesure de l'avancement du projet. Participez à ces moments. Venez à la rencontre de Batigère ou de MMH lors des permanences organisées chaque semaine à la maison du projet. Posez vos questions et ne vous laissez pas entraîner par des rumeurs ou des propos malveillants qui sont vains, qui ne font qu'attiser les craintes sans donner de réponse ni réaliste ni concrète. Ces propos sont hors sujet. Ils sont de nature à exploiter la peur et relèvent des pires méthodes que j'ai qualifiées d'indignes au début de mon propos. Je ne laisserai pas ces façons malhonnêtes entacher le cours de la rénovation de ce quartier qui est nécessaire et dont tous les habitants ont besoin. Au contraire, nous nous attelons avec application à défendre un projet ambitieux et ce n'est pas qu'un adjectif. Jamais une commune de notre taille dans la métropole, un projet de rénovation urbaine n'aura eu autant d'impact sur les équipements communaux. Nous allons reconstruire 2 écoles neuves, construire une crèche avec un multi-accueil, reconstruire un dojo, une salle de musculation, une salle multi-activité, rénover le gymnase, créer un city-stade, reconstruire une salle polyvalente pour remplacer celle dans laquelle nous nous trouvons, créer un parc des aires de jeu.
Cette rénovation urbaine répond en tout point aux critères imposés par l'État via l'Agence nationale de rénovation urbaine. Elle permet de transformer en profondeur le quartier, elle le décloisonne. Elle permet la rénovation lourde des logements non démolis qui pourront accueillir une partie des habitants puisqu'elle résout mécaniquement la vacance. Elle permet la reconstruction d'autant de logements que démolis, dont un tiers par dérogation resteront des logements sociaux. Elle permet à certains habitants de déménager au sein de la métropole dans des logements neufs ou correspondant mieux à leurs besoins. Avec une politique volontariste telle que nous la déployons, nous nous inscrivons également parfaitement dans les lignes définies par le gouvernement dans le plan de lutte contre la pauvreté, ce qui n'est pas nécessaire mais absolument indispensable. En matière d'éducation, cela fait plus de 20 ans que l'Axou est généreuse. L'ouverture en 2019 de la crèche multi-accueil, les projets autour des écoles et d'une autre crèche dans ce quartier, plus généralement notre politique de l'enfance sont marquées par une volonté de favoriser les échanges avec les parents, les enseignants, notre personnel d'encadrant, les associations de prévention ou de soutien. L'année passée, Caroline Muller vous l'a détaillé, nous avons encore renforcé notre dispositif avec le maintien d'un aménagement du temps de l'enfant qui octroie gratuitement et pour tous 2 heures d'activité par jour. L'ouverture de la cantine et des activités le mercredi. La parfaite complémentarité entre les emplois du temps scolaires, périscolaires et des familles permet d'offrir à tous un service sans rupture et de qualité. D'offrir aux enfants des moments différents d'apprentissage, d'échange, de jeu, de connaissances mutuelles. C'est sans doute là aussi que l'on commence à faire République. Ce dispositif original déployé à l'Axou méritait que l'on s'y penche scientifiquement. C'est chose faite cette année puisque 3 enseignants-chercheurs du laboratoire interdisciplinaire des sciences de l'éducation de l'Université de Lorraine en étudient les effets et nous ne manquerons pas au fur et à mesure du déploiement de l'étude de faire part de ses résultats et des ressentis des petits comme des grands cette année. De générosité encore, il est question lorsque nous évoquons notre tissu associatif. Notre comité de jumelage qui, avec la collaboration des associations patriotiques, des anciens combattants et du souvenir, ont organisé avec nous un mémorable centenaire de l'armistice. Beaucoup d'émotions autour de la venue de nos Allemands. Et par les temps bousculés que vit l'Europe, c'est beaucoup plus qu'un symbole, cette amitié entre les peuples. Nous la cultiverons précieusement. Le travail des conseils de proximité et des conseils citoyens représentés par leurs présidents et présidentes, que je remercie vivement, Pierre Mouja pour le village, Loïc Jeudi pour Zola Sainte-Anne, Jean-Louis Kieffer pour le Champ-le-Bœuf, Muriel Trichès pour le conseil citoyen Laxou-Maxéville du Champ-le-Bœuf, Christophe Dabesca pour celui des provinces. Je salue à cette occasion le travail des agents de la police municipale qui contribuent de par leur proximité et relation avec ces instances et au contact de tous les citoyens à la tranquillité publique dans des conditions quelquefois difficiles. Les liens qu'ils entretiennent également avec les forces de la police nationale et les excellents rapports que nous avons permettent de réagir efficacement aux difficultés que nous pouvons rencontrer, qu'ils en soient tous remerciés. Nos associations sportives ne sont pas en reste, bien sûr, elles méritent également les honneurs. Elles offrent un panel de très larges activités, de loisirs pour tous. Elles sont dynamiques, elles sont fair-play, elles portent le meilleur de notre jeunesse et de très beaux champions. Et puis il y a toutes les associations à caractère social et solidaire. Celles qui donnent du temps pour aider nos concitoyens qui rencontrent des difficultés, celles qui donnent du temps pour accompagner les enfants en soutien scolaire, celles qui donnent du temps pour animer nos quartiers, celles qui donnent du temps pour distraire nos aînés. Elles brodent en finesse les liens nécessaires et indispensables au bien vivre ensemble. Avec certaines d'entre elles, nous travaillerons en 2019 à veiller particulièrement à nos anciens, notamment avec le dispositif Mona Lisa, mais aussi en proposant des activités nouvelles et rassembleuses. Nous préserverons des liens et nous en tisserons de neufs. À toutes ces personnes qui ne comptent pas, donnent beaucoup et sont si précieuses, je veux adresser mes vœux sincères de réussite et de prospérité pour 2019 et les assure du soutien et de l'accompagnement de la ville. Et à celles qui ont beaucoup donné et qui nous ont quittés en 2018, mes vœux les plus chers vont à leurs familles et à leurs proches. Nous ne les oublions pas. Parmi elles, bien sûr, il y a Lionel Piodi, Bernadette Bourrion, Michel Ligier, Roger Lévy, Pierre Vauchel, Jean-Paul Bure, Daniel Malenfer, Isabelle Johannes Krotz. Et puis, j'aimerais saluer la générosité de mes voisines Maxéville et Villiers-les-Nancy, et donc de mes voisins Christophe Chauzereau et François Vernet.
pour la bienveillance avec laquelle ils m'ont tous deux accueilli et pour le travail tout aussi bienveillant que nous accomplissons ensemble. Nos rencontres entre nos bureaux municipaux et les discussions que nous réussissons à animer entre nos élus sont fertiles. Nous apprenons tous à mieux nous connaître, nous apprenons mutuellement de nos succès, quelquefois aussi de ce qui marche moins bien, mais surtout nous échangeons pour le bien-être des habitants de nos territoires qui n'ont souvent que faire de nos frontières communales. Au Champ-le-Bœuf, cela se concrétise par l'ouverture prochaine d'une épicerie solidaire au CILM et la reprise en main d'une aide sociale complète via nos 2 CCAS. À Villers-lès-Nancy, cela se concrétise dans la coordination de nos politiques scolaires. Je formule donc le vœu de la poursuite de ces travaux pour 2019 et 2020. Enfin, la plus belle des générosités, c'est celle dont vous avez été capable, chers Laxoviens, en cette fin d'année 2018. Élus et agents communaux, nous vous avons proposé de participer à un premier budget concerté. Choisir parmi 48 projets d'intérêt général ce qui devrait être réalisé en priorité en 2019. Non seulement vous avez répondu en nombre à la sollicitation, mais vous vous êtes emparé du sujet. L'ampleur de vos votes a crédibilisé notre initiative. Vos commentaires souvent enthousiastes sur la démarche nous a étonnés et ravis à la fois. Vos nombreuses idées pour alimenter de futurs projets nous sont utiles, elles seront réutilisées. Mais surtout, la générosité dont vous avez fait preuve dans le choix des projets vous honore et me touche particulièrement. Car l'un des premiers objectifs de ce budget concerté était bien celui d'une sorte de sensibilisation et de mobilisation pour l'intérêt général. Je suis très tentée de dire mission accomplie. Je vous en félicite tous et je vais donc vous dévoiler les projets lauréats qui seront réalisés en 2019. Alors le premier avec 247 voix est la création de casiers réservés aux sans-abri au CCAS. Puis viennent la pose de nichoirs, ensuite un parcours sportif enfant à la Sapinière, des corbeilles et totems Canissac, la plantation d'arbres fruitiers rue de Lavaux, la rénovation d'un tronçon de sentier, des boîtes à livres, un défibrillateur cardiaque complémentaire Salmonta, la participation à la restauration de l'orgue du village, du cinéma plein air, des bacs à permaculture pour la LSH, une armoire à dons, des points d'eau dans les parcs, des piétaux complémentaires, un pigeonnier contraceptif et enfin la rénovation du terrain de basket de la rue de la Forêt. Je vous fais remarquer qu'entre le dernier projet retenu et le suivant, il n'y a qu'une seule voie d'écart. Et les 10 projets suivants sont dans un mouchoir de poche. Nous voici donc dans la perspective de représenter ces 10 projets l'année prochaine, enrichis des nouvelles idées qui ont émergé lors de ce premier vote et de celles qui nous parviendront dans l'intervalle. Les semaines qui viennent vont nous permettre de mettre en œuvre ces réalisations qui, je le crois, contribueront à ce que nous passions ensemble une année pleine de neuf, une bonne année 2019. À vous tous qui me faites l'honneur et le plaisir d'être là aujourd'hui, à vos familles, à vos proches, à ceux que vous aimez, je souhaite une année sereine et pleine de joie simple, une très belle année 2019. Avant de vous libérer, ça vient. Avant de vous libérer et de partager un moment de convivialité, et vous l'aurez compris particulièrement avec les 2 derniers points que j'évoquais, que ce soit dans mon parcours associatif comme dans mon parcours politique, j'agis toujours convaincu que l'énergie de force rassemblée est plus fertile que l'énergie de force opposée. Au début de mon intervention, j'évoquais la difficulté de gouverner dans un monde où le culte de la contestation immédiate nous faisait oublier le temps nécessaire que nous devons passer à apprendre à nous connaître et à nous écouter. L'actualité me rattrape, alors il reste la nature et la littérature, car c'est là que se trouve la vérité, et c'est là d'où je viens. Je vous invite donc à ouvrir un livre, ou à entrer dans une forêt, à prendre le temps, à changer de point de vue. Et je livre à vos esprits impatients ces quelques mots de Vincent Munier et Sylvain Tesson. Se tenir à l'affût, c'est accepter qu'il ne se passe rien. Il fait froid, on respire mal, on se tait, on se camoufle, on s'annule. On finira par oublier sa propre présence, vertu suprême. On attend l'animal et contre le dogme du tout de suite, il conviendra de préférer le peut-être jamais. Exercice douloureux pour un homme moderne.
Parfois, seul le silence s'offrira à notre patience. La récompense se tiendra dans l'attente elle-même. Quand on aime passionnément la vie, on n'exige pas qu'elle se montre. Je vous remercie de votre attention.